On va redémarrer parce qu'on a déjà du retard. Donc on va passer maintenant du côté biologique et aborder un problème qui est important et dont on parle beaucoup, le problème de la biomasse. Donc je vous présente M. Daniel Thomas, qui est professeur à l'Université de technologie de Compiègne et qui est spécialiste de l'ingénierie des enzymes, enzymatiques. Donc je vous laisse tout de suite la parole. Je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je suis très content d'être avec vous ici aujourd'hui, car tous les problèmes qui sont abordés concernant l'énergie et l'interaction entre le besoin d'énergie et les aspects sociétaux m'intéressent aussi beaucoup. Et je suis très content d'avoir pu répondre à l'invitation de mon ami Jean-Marie Tarascon pour parler dans le cadre de votre très intéressant colloque. Alors, je vais essayer d'aborder le point de l'interaction entre la biomasse elle-même et l'utilisation de la stratégie de bioraffinerie. Et je pense que nous sommes là également pour essayer de dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce qui est probable et ce qui l'est moins. Et donc, je vais essayer de discuter ce secteur. Alors, je suis en effet professeur à l'Université de technologie de Compiègne, mais je suis également président d'un pôle de compétitivité à vocation mondiale qui s'appelle Industrie et Agro-Ressources, dans lequel il y a tous les acteurs de l'agro-industrie en France, la quasi-totalité de la chimie et beaucoup d'industriels utilisateurs. Donc, je vais appuyer mes prévisions sur ce que j'ai observé sur les très nombreux projets, plus d'une centaine, que nous avons développés dans le cadre de notre pôle, la somme totale approchant à l'heure actuelle les 900 millions d'euros, avec un financement qui est privé aux 2/3, donc par les sociétés que j'ai évoquées. Donc, qu'est-ce que c'est que la stratégie de bioraffinerie autour de la biomasse? Eh bien, d'abord, c'est le fait d'essayer d'utiliser la plante entière, de faire en sorte que l'on ait plus de déchets et même plus de sous-produits, d'arriver à une autarcie dans l'utilisation de la matière première et l'utilisation de l'énergie. Et ce n'est pas toujours facile. Et cette logique de bioraffinerie, c'est également le fait, sur un site industriel, et j'en parlerai tout à l'heure, d'arriver à avoir une utilisation optimale de l'énergie, le cas échéant d'utiliser les déchets et les sous-produits pour être pourvoyeurs d'énergie, et de réutiliser dans une unité de production comme matière première de départ quelque chose qui peut être un sous-produit ou un déchet d'une autre partie. Et Dominique Bourg, peut-être, je ne sais pas s'il est arrivé, mais il parlera demain, a inventé le concept. D'abord, ça a été un des pionniers de l'écologie industrielle, mais il a inventé aussi le concept de métabolisme industriel, et c'est un concept sur lequel nous nous appuyons pour développer nos activités. Alors pourquoi je parle de cette stratégie de bioraffinerie, de la façon de travailler pour valoriser la biomasse? C'est parce que, bien entendu, on peut utiliser la biomasse pour des applications énergétiques, et vous verrez les possibilités et également les limites, mais à mon avis, cette utilisation de la biomasse ne peut pas être uniquement tournée vers l'énergie. C'est-à-dire qu'on doit mettre en œuvre cette stratégie de bioraffinerie, et pendant que l'on fait cette utilisation de la plante entière, on va avoir, bien, vous le verrez, des applications énergétiques, mais également d'autres applications dans la chimie, dans les matériaux, et également, bien évidemment, ce qui est une fonction importante de la biomasse, dans les ingrédients alimentaires. Alors, si nous regardons ce qui se passe dans le pétrole, et bien sûr, je ne vous demande pas de relire ce schéma d'une raffinerie en détail, eh bien, on a été inspiré par le fait que, tout comme le pétrole brut est une substance complexe qu'il faut raffiner, transformer, eh bien, de la même manière, la biomasse est une substance, un ensemble de substances qui sont encore peut-être plus complexes et qu'il faut réussir à faire, par une logique de bioraffinerie, la valorisation de tous les constituants. Ici, on va dire que l'agro-ressource dont nous partons, ce sont les biomasses agricoles et les biomasses forestières, et que l'on va viser à faire la valorisation de la plante entière, et en développant des nouveaux procédés, dans la logique de bioraffinerie. Pourquoi des nouveaux procédés? Eh bien, il est évident que si vous utilisez les méthodes traditionnelles qui essayent de faire, par exemple, que de l'amidon, ou qui essayent de faire que du sucre, eh bien, vous allez avoir tendance à saccager littéralement les autres constituants de la plante.
dont il faut développer des procédés plus intelligents, des procédés bien entendu qui s'appuient sur le génie des procédés, qui continuent quand c'est nécessaire à utiliser des procédés physiques, le cas échéant même à utiliser les procédés thermochimiques, mais qui ont aussi la capacité d'utiliser la biotechnologie blanche, c'est-à-dire la biotechnologie industrielle, et la chimie verte, c'est-à-dire la chimie avec les 12 grands principes de la chimie verte. Et dans cette logique-là, à partir de ces nouveaux procédés dans le cadre de la bioraffinerie, il faut aller vers de nouveaux marchés. Et ces nouveaux marchés, bien entendu, permettent d'avoir des produits qui soient dans une logique d'être renouvelables, d'avoir un respect de l'environnement, et nous verrons très vite que nous avons la nécessité de prendre en compte l'impact écologique et l'impact environnemental des procédés que nous proposons, donc d'être capable de faire les analyses de cycle de vie. Et là, j'attire votre attention que dans notre domaine, dans celui de l'utilisation de la biomasse, le cycle de vie qui doit être pris en compte, ce n'est pas simplement le cycle de vie de l'entrée à la sortie de l'usine. C'est le cycle de vie qui part depuis le champ, qui va aller jusqu'au consommateur final, y compris avec ses déchets, en passant par l'ensemble des procédés. Et pour être capable de faire ces analyses de cycle de vie sur l'ensemble de la chaîne, il faut avoir des compétences très complémentaires, très diversifiées, qui associent une connaissance de l'agronomie, une connaissance du contexte rural, de la défense des sols, de l'utilisation au niveau industriel, de l'interaction des procédés avec les produits et des produits avec le marché. Donc une compétence très complète, et dans notre pôle de compétitivité, nous avons créé un consortium avec à peu près une 60aine de partenaires qui s'intéressent à la mise en œuvre de ces analyses de cycle de vie. Donc, quand on met en œuvre la bioraffinerie, on a accès à la biomasse. Alors, cet accès à la biomasse, il n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. En effet, il ne faut pas penser qu'il sera possible d'avoir une biomasse complètement accessible, indifférenciée au niveau mondial, et qu'il n'y aura pas besoin d'accords pluriannuels, de rapports privilégiés avec les producteurs de la biomasse pour l'obtenir. Et donc, il est évident dans ce contexte qu'il est nécessaire d'associer à la stratégie de la bioraffinerie le monde agricole dans son ensemble et de faire en sorte que le monde agricole, dans chacun des pays, soit largement associé à la distribution de la valeur ajoutée et qu'il y ait une répartition de cette valeur ajoutée harmonieuse tout au long du cycle de vie. Et en ce qui concerne donc cette biomasse, elle est moins accessible qu'on pourrait le penser. Dans notre pôle de compétitivité, nous avons fait, dans les 2 régions, Picardie et Champagne-Ardenne, des études très précises de la disponibilité de la biomasse en partant du niveau des exploitations agricoles. Et nous arrivons à la conclusion que les vrais chiffres, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte le fait que l'exploitant agricole, il va utiliser la biomasse pour faire autre chose. Il va en utiliser, c'est normal, pour maintenir les itinéraires agricoles et les itinéraires agronomiques, mais aussi, même à la limite, si ça peut paraître bizarre, eh bien, il y a des habitudes qui existent, il y a des cultures qui existent au niveau de la campagne et dans les zones rurales qui font que la biomasse elle peut être utilisée à autre chose. Nous avons particulièrement travaillé sur la paille. Nous avons fait un programme d'une certaine envergure qui s'appelle Cartopaille, et nous sommes arrivés à la conclusion que la paille qui était réellement disponible, ce n'était que le tiers des chiffres théoriques qu'on avait obtenus en partant du haut et en prenant l'ensemble de la possible évaluée production et en appliquant un coefficient pratiquement arbitraire. Si on part des exploitations agricoles, la quantité disponible est beaucoup plus limitée. Donc, le fait de développer l'utilisation de la biomasse, le fait d'aller vers une stratégie de bioraffinerie, ça passera par des accords pluriannuels, contractuels, solides, par des complicités même entre le monde agricole, le monde de l'industrie, l'activité de recherche, la formation et l'accès au marché. Et vous voyez là qu'on se met dans une logique de développement durable et qu'il y a des besoins agricoles, besoins industriels qui se font jour, qui nécessitent d'utiliser du carbone renouvelable, d'avoir des produits qui soient respectueux de l'environnement. Et bien évidemment, ça va être la démarche qui consistera à remplacer des molécules carbonées d'origine fossile, du pétrole en particulier, par des molécules carbonées venant de la biomasse agricole et forestière. D'autre part, nous avons en face des nouveaux outils industriels
Et ces nouveaux outils, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la chimie verte et la biotechnologie blanche, qu'on appelle aux États-Unis la biotechnologie industrielle. Et à partir de là, on va avoir 4 grandes catégories de marchés. Alors je vous répète, accès et adaptation de la biomasse, mobilisation de la biomasse, passage au niveau de l'industrie, c'est-à-dire des procédés, et ensuite arriver par rapport au marché. Là, dans ce que nous avons à regarder, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est principalement cette partie-là, la bioénergie, mais vous devez avoir bien en tête que pour avoir, dans des conditions à peu près convenables, une production et une utilisation énergétique, que ce soit d'ailleurs pour la chaleur, pour l'électricité, c'est-à-dire la cogénération, que ce soit pour les biocarburants de première génération, mais encore plus de deuxième et troisième génération, eh bien, il est absolument essentiel de pouvoir couvrir le reste des 3 rectangles. Et donc, c'est ça la logique de la bioraffinerie. Quelques commentaires sur la bioénergie. Bien entendu, vous savez, il existe des biocarburants de première génération. Ces biocarburants de première génération, ils ont eu le mérite d'exister parce qu'ils ont permis de poser les problèmes, ils ont permis de poser les problèmes industriels, ils ont permis de commencer à regarder comment il était possible d'avoir des opérations pluriannuelles entre l'agriculture et le monde industriel, mais il est clair que ces premières générations ne durera pas et qu'il faudra passer à la deuxième et à la troisième génération. La deuxième génération, vous le savez, c'est la possibilité d'utiliser les parties de la plante qui, pour l'instant, sont peu valorisées. La première génération utilise les sucres et l'amidon, pour aller vite. La deuxième génération va utiliser la lignocellulose. Et la lignocellulose, que ce soit par la voie enzymatique, que ce soit par la voie thermochimique, eh bien, pose encore des problèmes. Et beaucoup de projets sont en cours dans ce domaine. Dans 6, 7, 8 ans, il sera certainement possible de faire des réalisations industrielles, opérationnelles, rentables en deuxième génération, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas. Il existe beaucoup de projets dans le monde, en particulier aux États-Unis. Il en existe un dans notre pôle, qui est un projet qui s'appelle Futurol, qui est un projet d'environ 80 millions d'euros et qui porte en effet sur la possibilité d'utiliser la lignocellulose. Donc, on aura d'abord, et on a d'abord, la première génération, qui sera transitoire. Ensuite, dans les périodes que je vous ai décrites, nous passerons à la deuxième génération. Quant à la troisième génération, qui est l'utilisation des microalgues dans la possibilité d'utiliser l'énergie solaire et l'appareillage photosynthétique des microalgues, beaucoup de gens ont travaillé sur ce sujet, en particulier en France. Et il y a eu un programme qui s'appelait l'ARBES, il y a 25 ans, qui associait le CEA, le CNRS, ELF, et qui arrivait à la conclusion que pour des productions de valeur ajoutée élevée, ça pouvait peut-être être envisageable, mais que pour des applications à valeur ajoutée plus faible, ça serait très difficile. Pratiquement, il n'y a pas eu de saut technologique pour cette troisième génération dans la dernière période. Et vous devez savoir que les chiffres qui sont annoncés pour la possibilité de produire des biocarburants en très grande quantité, avec une très grande souplesse en utilisant les microalgues, dans les années à venir, ce n'est pas possible. Et que nous aurons en effet des applications industrielles pour des microalgues, il y en a déjà, par exemple chez Rocket, mais ces applications portent sur des molécules à valeur ajoutée plus élevée, dans les applications nutraceutiques, dans les applications pour la chimie fine, dans les applications cosmétiques, etc. Et dans un deuxième temps, en effet, il sera peut-être possible d'aller vers des applications qui seront de type énergétique. Alors, je vous ai dit que la première génération, elle allait être transitoire, qu'ensuite, il y aurait la deuxième génération. Mais nous faisons, à l'heure actuelle, et c'est pratiquement terminé, au niveau de l'Union européenne, une étude sur la vision concernant la bioraffinerie à l'horizon 2030-2040. On arrive à l'idée que même cette deuxième génération, elle aura aussi une vie transitoire, et qu'en particulier, on aura une importance grande des biocarburants de première, de deuxième génération, tant qu'on aura besoin de carburant liquide pour le transport terrestre, à partir du moment où il sera possible, et ça fait partie des hypothèses raisonnables,
d'utiliser autre chose que du carburant liquide pour le transport terrestre, il est très clair que l'utilisation des biocarburants passera par un pic, comme il y a un pic, il y aura un pic des biocarburants, et on aura là, après, une descente de la production, donc de l'utilisation des biocarburants. Alors vous allez me dire, bon, pourquoi vous travaillez? Parce que si ce que vous dites est vrai, eh bien votre stratégie de bioraffinerie, elle n'a pas d'avenir, il faut mieux faire autre chose. Pas du tout. Parce que, parallèlement au fait qu'il y aura une montée en puissance des biocarburants pendant une période qui ira jusqu'à 2030-2035, il y aura en parallèle une montée de la production et donc de l'utilisation des biomolécules, des agromatériaux et bien entendu des bioingrédients, et en particulier des ingrédients alimentaires dans cette logique de bioraffinerie. Et pendant que la partie énergétique des bioraffineries sera en train de baisser, eh bien on aura une montée en puissance extrêmement importante de la partie des biomolécules. Et je voudrais insister sur un point qui n'apparaît pas toujours clairement à ceux qui travaillent dans les domaines de l'énergie, de la chimie, pour l'avenir. En ce qui concerne le pétrole comme source d'énergie, il est évident qu'il y a énormément de solutions possibles. Il y a l'électricité, il y a les batteries, il y a le vent, les éoliennes, il y a le photovoltaïque et toute une série d'autres possibilités, la géothermie, l'énergie marémotrice, etc. Donc, une concurrence très grande entre la biomasse et toutes ces solutions qui, elles, vont progresser aussi dans la même période. À l'envers, pour faire des molécules, pour remplacer le pétrole pour faire des molécules, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre matière première que l'utilisation de la biomasse et que l'utilisation de la biomasse forestière et la biomasse agricole. Et dans ces conditions, très vite, dans les années 2030-2035, la chimie verte, la chimie du végétal, aura tendance à remplacer la pétrochimie et la chimie qui est faite à partir des réserves fossiles. Voyez donc le schéma que je décris, je ne dis pas que c'est la vérité certaine, mais c'est un schéma qui est probable. Nous aurons une existence transitoire relativement courte de la première génération des biocarburants, bioéthanol de première génération, diester de première génération. Nous aurons ensuite du biocarburant de deuxième génération, mais également pour une période qui s'estompera quand on aura des possibilités pour le transport terrestre autres que les carburants liquides. Et après, peut-être la troisième génération. Mais cette troisième génération, comme le reste de la deuxième génération, auront des applications très particulières. Des applications dans lesquelles l'intensité énergétique requise est très élevée. Ça, c'est le cas, par exemple, du transport aérien, de l'ensemble de la consommation de carburant pour l'aviation, ou alors également de transport terrestre de masse très importante qui nécessitera une très grande densité énergétique. Et donc, d'ores et déjà, comme vous le savez peut-être, aussi bien sur la deuxième génération que sur la troisième génération, beaucoup d'acteurs, y compris appartenant au transport aérien, développent des projets de manière à être prêts, le moment venu, à faire en sorte qu'il y ait toujours quand même des carburants liquides d'origine biomasse, de bioénergie, qui soient utilisables dans leur secteur à eux. Donc vous voyez que le schéma général est un schéma qui est loin d'être aussi tranché et simple que ce que l'on dit d'habitude, et que chacun aura sa place au fur et à mesure de l'espace et au fur et à mesure du temps. Et dans ce contexte-là, à partir du moment où la demande, le marché va complètement changer, pratiquement entre maintenant et 2040, il y a une chose qui est très claire, c'est que l'élément clé, la propriété clé de la bioraffinerie, ça sera la flexibilité. C'est-à-dire la possibilité pour la bioraffinerie de travailler avec des biomasses nouvelles et des biomasses qui vont en effet changer tout au cours de cette période, d'une part, et d'autre part, des redistributions dans ces 4 rectangles qui seront différents sans arrêt pendant la période qui nous sépare de 2035-2040. Pour la biomasse, qu'est-ce qu'il y aura comme un élément nouveau? Eh bien, il y aura le fait, bien entendu, que certainement, le monde agricole devra être associé très étroitement à l'utilisation de la biomasse, donc il y aura une relation
une dialectique entre le champ et l'usine qui sera très certainement changée. Et la biomasse va également évoluer, celle qui sera utilisée. Pourquoi ? À partir du moment où la bioraffinerie, en particulier dès qu'on aura passé l'étape de la deuxième génération, c'est-à-dire où on sera capable d'utiliser la lignocellulose pour produire par exemple des sucres fermentés cibles, qui permettront de faire à la fois du biocarburant 2G, mais également des molécules. À partir du moment où on aura été capable de ça, c'est-à-dire de véritablement valoriser la plante entière, eh bien, la biomasse, on pourra la décrire de manière différente. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, vous cherchez à avoir le maximum de sucre à l'hectare, le maximum d'amidon à l'hectare. À partir du moment où la bioraffinerie sera opérationnelle, ça sera le maximum de matière sèche de biomasse à l'hectare. Et que donc, à partir du moment où tout sera valorisé, ça sera ça l'élément qui sera recherché. Et dans ces conditions, eh bien, non seulement il y aura les activités habituelles de l'agriculture, il y aura les plantes annuelles, avec certainement des diversifications, des nouvelles plantes ou des propriétés nouvelles pour les plantes existantes, mais il y aura petit à petit ce qu'on appelle les plantes dédiées. Et les plantes dédiées, c'est Miscanthus, par exemple, qui permet d'avoir de très grandes quantités de biomasse à l'hectare et qui commencera non pas dans les meilleures terres, mais dans des terres qui sont un peu en difficulté, qui ont été polluées dans le passé, qui se trouvent dans des zones dans lesquelles il y a des difficultés dues à une très grande sécheresse ou à une très grande humidité, et donc il y aura là une modulation du développement de la biomasse. Alors vous allez me dire, bon, mais qu'est-ce que ça va bien pouvoir provoquer ces plantes dédiées ? Ben, ces plantes dédiées, la différence, c'est que ça sera généralement des plantes dites pérennes. C'est-à-dire, en fait, des plantes qui, en termes de concept, sont à mi-chemin entre la plante annuelle, classique, et la forêt. Il y a les points communs entre la plante dédiée pérenne et la forêt. Et vous allez me dire, bon, quel impact ça pourra avoir ? Il y aura plusieurs impacts. C'est qu'on aura une modification de l'utilisation des intrants. On aura également un impact qui n'est pas négligeable, c'est que tout montre que l'utilisation des plantes pérennes et des plantes dédiées fait réapparaître une diversité biologique, une diversité végétale, mais également une biodiversité animale. Et que dans ces conditions, il y aura des nouvelles études à faire dans les relations qui existent entre la faune et la flore sauvage et les zones de grande culture. Alors, vous voyez que le schéma a tendance à évoluer. Alors, si je vous donne quelque chose d'un peu plus détaillé, donc avec la plante et la biomasse, dans une bioraffinerie, il y aura l'extraction, la séparation, avec des méthodes de plus en plus sophistiquées, comme le CO2 supercritique, l'eau subcritique, les champs électriques pulsés, etc. Le fractionnement et le cracking, la fonctionnalisation, avec des réactions de la chimie verte ou de la biochimie. Il y aura des produits agro-industriels intermédiaires qui, une fois formulés, donneront tout ce que vous avez ici, et vous remarquerez que ça recoupe les 4 rectangles que je vous ai présentés précédemment. Et bien entendu, ce à quoi on arrivera, c'est quelque chose qui ressemblera beaucoup à la deuxième slide que je vous ai présentée, qui représentait les principes généraux d'une raffinerie de pétrole. Eh bien, on s'apercevra qu'il sera possible, en effet, d'aller vers une bioraffinerie végétale qui devra être flexible pour les raisons que je vous ai dit et qui portera, bien entendu, sur les applications industrielles, non transport, sur les applications concernant le transport, les textiles, bien sûr tout le domaine de l'alimentation, avec l'alimentation mais également l'empaquetage, etc., l'environnement, la possibilité de travailler avec des systèmes pour la communication, l'habitat, le domaine de l'entertainment et la santé et l'hygiène. Et bien entendu, ce développement-là s'accélérera à partir de 2015-2020 pour atteindre un régime de croisière dans la période 2035. Alors, en ce qui concerne les types de plantes que l'on peut utiliser, il y a un effort très grand qui a été fait sur tout ce qui était glucose et tous les sucres et l'amidon. Et cet effort va maintenant évoluer, je vous l'ai dit, vers la lignocellulose. Et en parallèle, il y aura également
un effort important sur les oléagineux, les huiles, les lipides. Et comme vous le savez peut-être, nous avons obtenu à l'Université de technologie de Compiègne, avec le pôle de compétitivité et plusieurs industriels, dont Sophie Protéol, l'un des 2 instituts d'excellence d'énergie décarbonée, qui s'appelle PIVER, qui est un programme de 220 millions d'euros, avec une aide qui représente à peu près le tiers, le reste étant financé par les financements privés. Un commentaire que je voudrais vous faire, parce qu'on l'entend relativement rarement, c'est quelque chose qui a été publié par Sanders et Hall en 2007, et je vous assure que j'aurais bien été heureux d'être capable de penser à ça moi-même, ou avec les gens qui m'entourent. Ce n'est pas nous qui avons fait cette remarque, qui est évidente, mais il fallait la faire. Eh bien, on considère toujours, et c'est vrai, que le niveau énergétique de tout ce qui provient du pétrole, et puis de tout ce qui est fossile, est un niveau énergétique qui est beaucoup plus élevé que le niveau énergétique des molécules qui se trouvent dans la biomasse. Et ça, c'est une constatation, c'est un mur auquel on est obligé de s'affronter, c'est un mur thermodynamique. Mais on a souvent oublié de préciser que le niveau énergétique est en effet plus bas que celui qu'il y a dans le pétrole, mais que les barrières d'énergie d'activation pour atteindre des molécules présentant un intérêt industriel, quand on part des alcanes, du pétrole et toutes les molécules qui peuvent exister dans le pétrole brut, eh bien cette barrière d'énergie d'activation est considérable. Alors que la barrière d'énergie d'activation, quand on parle de la biomasse, est beaucoup plus faible. Et quand on ajoute à l'existence de la nature de la biomasse les biocatalyseurs, en particulier les enzymes ou même les systèmes microbiens qui peuvent maintenant être modifiés par le génie métabolique et par la biologie synthétique, on s'aperçoit qu'il y a en effet un problème de type niveau énergétique par rapport aux molécules que l'on va atteindre quand on compare au pétrole, mais que les barrières d'énergie d'activation sont beaucoup plus faibles et beaucoup plus basses, et que de ce fait, il y a un certain équilibre qui est provoqué. Et je dirais quelque chose qui peut paraître un peu provocateur. Je dirais que les dérivés du pétrole sont particulièrement bien conçus pour brûler et exploser, mais quand on veut faire des transformations ménagères, à la limite, il est plus facile d'utiliser la biomasse. Et donc, dans ces conditions, vous aurez compris que je suis en train de vous expliquer qu'au fur et à mesure que le temps va passer, la bioraffinerie, je vous l'ai dit, sera certainement de moins en moins utilisée pour aller vers l'aspect purement énergétique, mais en effet sera utile pour faire une énergie, pour économiser, épargner une énergie qui est importante, qui est l'énergie qui se retrouve dans les molécules, et que donc très certainement, je vous l'ai déjà dit, à l'horizon 2035-2040, eh bien ça sera plutôt les applications de la chimie verte qui seront utilisées. Alors cela, c'est une petite synthèse. Dans une logique de développement durable, avec le feedstock qui vient de la vie, et en particulier des productions agricoles et forestières, avec toute une logistique pour la mobilisation de cette biomasse, avec un pré-traitement. On utilisera soit la chimie verte, soit la biotechnologie industrielle, au niveau du laboratoire, au niveau des pilotes et au niveau de la démonstration industrielle, pour arriver à faire toute une série qui soit basée sur la biologie et sur la production agricole. Un point que je vous donne là rapidement, c'est une liste bien connue qui est celle qui a été faite par le DOE, le Department of Energy aux États-Unis, qui parle des building blocks qui sera intéressant de fabriquer à partir de la biomasse. Je vous donne un exemple qui est celui de l'acide succinique. À partir de l'acide succinique, qui à l'heure actuelle est fabriqué dans des conditions pré-industrielles par deux de nos adhérents, Roquette et ARD à Pomac-Bazancourt à côté de Reims. Et c'est à partir de l'acide succinique qu'on peut faire 10 familles de produits différents. Et à l'heure actuelle, il y a une véritable concurrence, un véritable combat pour prendre une place avec cette molécule qui est une molécule plateforme, un building block de base. Et cet acide succinique se fait, par exemple, dans le cas d'ARD, c'est-à-dire à Pomac-Bazancourt, dans un contexte où il y a une sucrerie, qu'il y a une amidolerie,
qui a des plans pilotes pour dégrader la cellulose, qui a des réalisations concernant le bioéthanol, et la production d'acide succinique se fait, c'est un cas très intéressant, avec la fixation de CO2, puisque dans la stéquiométrie, il faut rentrer du CO2 dans le système, et donc ce CO2 provient de la fermentation alcoolique. L'ensemble des molécules proviennent des installations qui sont sur le même site, et ça provoque ce qu'on pourrait qualifier d'un métabolisme industriel, et ça sera ma dernière slide. Il y a dans ce site de Pomac-Bazancourt, donc chez un de nos adhérents, une telle réalisation qu'il y a une synergie pour l'ensemble de l'eau. Alors, un petit élément intéressant pour les non-spécialistes. Quand vous faites de la transformation de la betterave à sucre, vous vous retrouvez avec énormément d'eau dont vous ne savez pas quoi faire. Quand vous transformez le blé, vous avez un procédé qui nécessite beaucoup d'utilisation d'eau. Eh bien, dans leur système, il y a un passage de l'eau, du lieu où se trouve fait la transformation de la canne à sucre, pour aller dans les lieux où se fait la transformation de l'amidon. Et on a là un système de synergie pour l'utilisation de l'eau. Il y a synergie pour l'utilisation de la vapeur, synergie des effluents, synergie pour les produits, synergie avec la recherche et le développement, une mutualisation de l'utilisation de l'énergie, une mutualisation de l'ensemble des composants de la gestion et de l'organisation. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Ma conclusion, ça sera que tout avis péremptoire qui serait oui ou non par rapport à la biomasse dans le domaine de l'énergie, oui ou non dans l'utilisation des microalgues dans l'avenir, eh bien c'est certainement des réponses qui sont certainement pas adaptées aux conditions. Et vous avez vu qu'en fait les réponses sont beaucoup plus nuancées, qu'il y a des choses que les biomasses à certaines périodes et à certains endroits sont capables de faire, mais la biomasse servira à d'autres applications, à d'autres endroits et dans d'autres temps. Merci.